Donc bonjour à tous, moi c'est Laetitia Léonard. Donc, je suis guide du patrimoine Savoie-Mont-Blanc. Je ne sais pas si vous connaissez l'association. On est tous formés en fait par des passionnés et les guides, en fait, ce que nous sommes, c'est tous des gens attachés à leur pays, qui y viennent depuis peu ou depuis longtemps. Pas forcément qui ont des formations universitaires, mais qui sont très attachés à leur patrimoine et du coup qui sont formés aux spécificités de l'histoire ou de l'architecture de Savoie, spécifiquement par rapport à d'autres guides conférenciers. Donc si ça vous intéresse, il y a la carte au milieu, on est partout en Savoie, Haute-Savoie, en Savoie historique, quoi. Je fais aussi partie de la compagnie de Savoie qui aura un stand demain, qui aide et promeut un peu toutes les actions, soit patrimoine, soit sociales aussi, qui ont besoin de promotion et qui ne savent pas forcément se faire connaître. Et là, la compagnie de Savoie, il y a plusieurs membres déjà aujourd'hui. L'idée, en fait, c'est de promouvoir le collectif qui se monte entre tous les sites géologiques de Maurienne et de patrimoine industriel qui ont besoin de visibilité à l'heure actuelle. Souvent, pas forcément nos sites touristiques, mais plus à but de recrutement ou de compréhension en fait, des conditions de travail, comme c'est le cas pour le gypse à Saint-Pancrace. Oui, venez. Ou alors les salariés du Lyon-Turin, pour faire comprendre leur métier. Je fais aussi partie de l'organisation du collectif M'organisez-vous, qui promeut la vallée de la Maurienne. Si vous voulez, il y a des chaises là, ou là, prenez-les, on les décale. Donc surtout avec des reportages vidéo. Vous avez peut-être vu ceux qui présentent la fête d'aujourd'hui et demain, mais aussi avec des conférences enregistrées. C'est pour ça qu'on a Alexandre qui enregistre la conférence. S'il y a des questions à la fin, elles seront enregistrées aussi. Voilà. Et sinon, dans la vie professionnelle, je suis salariée en fait, du musée minier Le Grand Filon, aux Urtières. Voilà. J'ai rajouté en dernier que je fais partie du Spéléo Secours français. Donc, comme je le disais en introduction, à la base, ce gros livre qui circule est l'inventaire des mines et carrières de Maurienne et de Savoie. On l'a fait sous couvert du Spéléo Secours français. Parce que des mines et carrières, il y en a depuis que l'homme s'est installé dans nos vallées, mais en plus ou moins bon état. Et le problème, c'est que quand un trou fait par l'homme est abandonné, déjà une montagne, voilà, ça n'a pas vocation à rester solide debout, c'est plutôt l'appel du vide qui gagne. Mais là, en fait, en l'occurrence, quand c'est une mine ou une carrière creusée par l'homme, si on ne la surveille pas, elle tombe. Et du coup, si on veut connaître son état, il faut documenter. Voilà. Donc la spéléologie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas en spéléologie que je me suis fait mal, c'est le seul sport où il y a logis. Donc l'idée, en fait, c'est d'être sur le terrain et d'étudier. En fait, à chaque fois qu'on fait une sortie, on a un rapport de sortie qui dit peut-être rien n'est signalé, ou peut-être ça a bougé, ou peut-être il y a des photos intéressantes à faire, ou peut-être il y a eu des dégradations, il y a eu des pollutions. On étudie le terrain à chaque fois, sauf qu'au lieu de randonner au-dessus des montagnes, on est dedans. Donc là, je vous emmène pour faire un petit tour de la Maurienne souterraine déjà. Je vais recontextualiser déjà sur les montagnes de Savoie. Et puis après, je vais prendre la Maurienne, j'allais dire, dans le sens où les premiers hommes l'ont habité aussi, hein, puisque c'est quand il y a eu le recul des glaciers que les hommes ont commencé à s'installer, quoi. Donc je vous ai mis des petits repères à l'écran, et puis aussi des photos, hein, tant qu'à faire. S'il y a des questions au fur et à mesure, hein, quand on va balayer tout ça, vous n'hésitez pas, on n'est pas nombreux, hein, on fait entre nous. Est-ce qu'il nous rejoint ? Oui, allez-y. Donc pour commencer le diaporama, je vous ai mis une grande partie bleue comme pour le ciel. On dit que c'est bleu. Et puis un petit ruban noir en bas, on ne sait pas trop ce qui est caché sous nos pieds, hein. On n'imagine pas, on passe, voilà quoi. Mais en fait, j'aime bien commencer les explications par la base, tout simplement. Il y en a qui parlent biodiversité, installation, mais s'il n'y a pas une compréhension en fait, du substrat, ce qu'il y a à la base, la géologie qui peut sembler rébarbative, en fait, elle explique bien des choses. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien faire ce voyage en partant de la Maurienne souterraine, parce qu'au moins ça repose les choses vraiment dans leur contexte, quoi. Donc si on regarde une carte, parce que là, évidemment, comme on est sur la fête du gypse, là-bas, il n'y a que la carte du gypse. Mais si on se remet sur la carte
plutôt de la Savoie. Est-ce que vous voyez notre poule pour vous repérer? Pas très... Voilà. Non. Là, on a vraiment la combe de Savoie avec Beldon. On voit la poule comme ça. Et la Tarentaise est là. Ce qui est important pour nos allobranches vaillants, les allobranches qui s'installent dans les Alpes dès que les glaciers se reculent, c'est qu'en fait, ils vont découvrir des terrains géologiques différents à chaque fois. Parce que nos vallées, elles sont plutôt est-ouest, même s'il y a des petits diverticules dans tous les sens. Hein. Alors que les bandes géologiques, elles sont plutôt nord-sud. Et du coup, on va avoir une zone où on va trouver sous terre des métaux, enfin des minerais qui deviendront des métaux. Une autre zone où il va y avoir des pierres de taille, une autre zone où il va y avoir du gypse, une autre zone où il va y avoir des ardoises, une autre zone où il va y avoir du charbon, une autre zone où il va y avoir des métaux, et ainsi de suite. Et quand on pense à l'installation, en fait, de nos Savoyards, et puis à l'installation, comme ils disent les jeunes HGGSP, histoire géopolitique, on a nos comtes de Savoie qui s'installent en premier en comte de Maurienne, avec un atelier monétaire qui s'installe là, entre les mines de fer, de cuivre, d'argent, et pour contrôler tout le trafic à travers les Alpes en exploitant toutes les substances possibles et imaginables. Ça fait déjà un bon départ dans la vie, quand on a tout sur place, en fait, en termes de ressources. Donc, comme on va faire notre voyage, là, on va avancer en fait dans la vallée et on va voir que suivant les zones, en fait, on va trouver les différentes substances. Et suivant aussi les âges, on va plus ou moins les exploiter. Ce n'est pas parce qu'on trouve quelque chose qu'on a tout de suite la technologie ou l'intérêt en fait économique de l'exploiter. Et d'ailleurs, aux Urtières, il en reste du fer, mais c'est plus intéressant. Du coup, on ne le prend pas tout de suite. Peut-être que dans quelques années, on le reprendra. Ça, c'est encore d'autres considérations. Donc si on se repère dans l'histoire de Savoie, on part du comté qui exploite, on a dit, toutes les recherches sur place, et après on va continuer. Jusqu'aujourd'hui, je vais aller jusqu'au 19e, 20e et 21e siècle, mais on ralentira sur la fin pour vraiment en fait, repositionner tout ça dans le contexte actuel. Si je vous montre. On parle. Donc la première zone, Beldon, Lausière, Valgelon. Il y en a qui me disent, est-ce qu'on peut attaquer tout de suite par les mines d'or? Alors, je vais déconstruire tout de suite, comme ça, voilà. Il n'y a qu'une mine d'or. Elle n'est pas en Maurienne, elle est juste en Tarentaise, côté Saint-Paul-sur-Isère. Et franchement, le gars, il avait branché le tuyau pour alimenter ses vaches en eau. On lui a dit, non mais il faut l'enlever. Hein. En fait, il y a plus d'arsenic et de mispickel que d'or. On a toujours envie de rechercher à fond et d'être sûr de trouver le meilleur substrat, la meilleure roche pour pouvoir l'exploiter et être encore plus riche. Mais c'est un peu une quête perdue, quoi. Si vous voulez de l'or en Savoie, allez dans le Chéran. Hein, parce que comme ça, on fait de l'orpaillage et c'est mieux, quoi. Nous, on va rester dans la Maurienne. Parce que de toute façon, globalement, dans la Tarentaise, vous l'avez vu, plus au nord, ça va se passer pareil. Beaufortin aussi. Hein. Et puis que si on ressort dans l'autre sens, côté Combe de Savoie, et qu'on repart de l'autre côté, et qu'on retombe sur les Bauges ou la Chartreuse, de toute façon, eux, c'est des massifs calcaires. Donc c'est juste des accumulations de roches. Rien ne s'est infiltré forcément dedans. C'est pas comme en Maurienne tarentaise où là la géologie va être différente, où il y a eu vraiment plusieurs installations de roches, ce qu'on appelle maintenant métamorphiques, parce qu'elles ont été pressées, cassées, pressurées, à part la croix des têtes qui revient au milieu, qui est un petit peu de calcaire. On n'a pas du tout les mêmes roches. Et c'est pour ça qu'on va trouver plus en Maurienne tarentaise des roches intéressantes à exploiter, que de l'autre côté, c'est que du calcaire. Bon, il y a toujours des exceptions. Mais on ne va pas trouver d'exploitation de mines et carrières en Bauge ou en Chartreuse, quoi. Donc là, si on passe pour ce qu'on trouve, dans la zone, je vous dis Porte de Maurienne, donc Beldon, Lausière, pour jusqu'à ce qu'il y ait le début de la 4C maintenant, hein, cette zone-là. Des mines de fer. Alors là, qui me disent ça va faire du minerai bien rouge. Alors, il y a toutes les teintes, hein. Il y a toutes les qualités. Il y a le Var, bon, c'est pas Savoie, c'est juste Isère, mais la jumelle, Arvillard, le fer de Saint-Georges-d'Urtière, il y a déjà plein de qualités différentes.
Puisqu'on est chauvin, on va dire que celui de Maurienne est meilleur, parce qu'il a donné l'épée du Randal, incassable. Bien sûr. Ça, son Charlemagne est passé par la Maurienne. Ah, vous allez me dire, il aurait peut-être pu prendre dans la zone d'après, avancer un petit peu plus jusqu'aux mines de fer de Modane. Oui, mais à Modane, il n'y a pas la même qualité non plus. Il faut comparer. Donc il y en a qui s'attendent à ce que ça soit du minerai très rouge, ça peut être du brun, rouge, jaune, voilà, toutes les qualités, toutes les couleurs. Il y en a qui s'attendent aussi à des grandes mines. C'est pas forcément très grand. Hein. Et là, c'est la zone exploitée. Je fais 1m70. Hein. C'est pas forcément, ou même accroupi. Hein. C'est pas qu'un couloir de circulation, là, c'est vraiment ce qu'on exploite. Donc des fois, ça peut être tout petit et c'est quand même exploité. Hein. Et puis après, il peut y avoir plus ou moins... Pourquoi ça passe pas? Faut appuyer plus fort. Les autres couleurs, quand on change aussi de substance. Alors, sans tomber dans les pièges, là, on est à Bonvillars, ceux qui connaissent, secteur Grand Arc. On a les belles lots. Hein. Moi, c'est pareil, c'est plein d'arsenic. On va éviter de tomber dedans. Et vous voyez que dans la même galerie, au sol, on peut avoir les traces des oxydes métalliques, mais ferreux, alors que sur la paroi, on a les oxydes, tout ce qui est zinc un peu blanc bleuté, et puis cuivre bleu. Et ça peut être juste exposé et il n'y a pas de souci. En fait, c'est juste qu'à la formation, en plusieurs étapes de nos montagnes, il y a eu différents temps et que les fluides hydrothermaux ils se sont figés sous une forme, sous l'autre, un coup exploitable, un coup pas exploitable. Ça peut juste exposer et on peut avoir tout dans la même zone. Si on va un petit peu plus loin, voilà, on va voir un autre exemple. Hop, hop, hop. Hop. Je vais reprendre la main droite quand même. Là, c'est pour vous donner une idée de l'état des entrées aussi, quand on disait qu'il fallait faire attention. Donc là, on est sur la commune de Saint-Alban-d'Urtière. Je vous l'ai mis parce que ça donne une bonne idée de l'état des entrées, quand on dit qu'il ne faut pas y entrer. Donc là, depuis, il y a une porte en métal. Hein. La commune a fait fermer. Et puis, ça vous donne une bonne idée aussi de la représentation de ce que c'est qu'un filon. Avec sa gangue de quartz qui sert de protection, non, de repère en fait, le quartz tout blanc qui sert à rien, et puis vraiment une seule zone bien intéressante au milieu en fait, c'est ça qu'on appelle un filon. Avec plus ou moins besoin d'étayage, je vous l'ai mis aussi celle-ci parce que on voit surtout dans les zones d'entrée en fait, tant qu'on n'est pas dans le dur, dans la bonne zone intéressante, et des besoins en fait d'étayage. Parce qu'on est encore dans la roche fracturée avec des racines d'arbres qui peuvent faire tomber des choses. Il n'y a pas forcément une bonne tenue mécanique. Quasiment le plus dangereux dans nos mines, en fait, ça va être les accès. Donc on a certaines communes en Savoie où les maires, en fait, nous ont busé les accès pour qu'on aille retourner à l'intérieur, faire un état des lieux, les plans, dans des communes où c'était abandonné, et pour, en fait, nous permettre d'y accéder en sécurité, quoi. Et après, les portes sont posées en espérant qu'il n'y ait pas des gens qui les cassent. Voilà, quoi. Parce que l'idée, c'était justement de prévenir que ça peut être dangereux derrière, quoi. Donc pour vous montrer un peu la variété, rien que dans la zone des mines métalliques, hein. Là, on voit celle de Saint-Georges-d'Urtière. Je vous ai mis la photo de la zone touristique en bas. Une photo au-dessus où on voit encore des rails. Plus on va profondément dans la montagne, moins ça a été démonté. Alors que tout ce qui est près des entrées, forcément, c'est intéressant à referrailler les installations, à les revendre. Du coup, elles n'y sont pas beaucoup. Donc des paysages intéressants, surtout quand on arrive sur des grandes mines, parce que suivant les époques, suivant les exploitants qu'il y avait, et puis surtout suivant si elles sont encore accessibles ou pas, ce n'est pas organisé pareil dans la montagne. À Saint-Georges-d'Urtière, il y a 22 km de galerie pour cette mine de fer et cuivre. Et suivant les endroits, ça a été laissé tout petit, comme on peut voir des petits couloirs sur la gauche, parce qu'en fait, c'était chaque paysan mineur qui faisait ses petits couloirs. Ou alors, dans les grandes photos de droite, là, ce qu'on appelle la salle des 3 piliers, c'est plutôt l'industriel Schneider qui a tout modernisé, tout pris. Mais du coup, maintenant que c'est plus consolidé, si on ne vérifie pas ces piliers, ça peut être dangereux de s'y promener. Là, le pilier de gauche, là, celui-ci, là, la photo... Elle a 25 ans, c'est celle du livre. Là, il en fait même plus que la moitié. Il a tout éclaté, c'est pour ça qu'on n'emmène pas le public. On a des fissures au mètre qu'on repère.
Et quand on sait que ces piliers ne tiennent plus rien, si on veut continuer à amener du public, ce qui s'est passé dans la photo du bas, et ben on met des piliers de béton. On peut les rhabiller de pierre sèche pour faire comme à l'époque. Tout à droite. Dire ils auraient fait comme ça à l'époque pour consolider. Sinon, on n'irait pas se balader dans des mines, c'est trop dangereux. Mais ça vous montre une idée un peu des volumes qu'il y a, quoi. La plus grande salle à Saint-Georges-d'Urtière, c'est 250 mètres de long, 70 de large sur 8 mètres de haut. Vous avez vu le petit filon là dans la petite mine de Noguillan qu'on allait chercher alors qu'il était large comme ça. Là, c'est des filons de 8 mètres d'épaisseur, de puissance, on dit en géologie. C'est vraiment une grosse mine pour les Alpes, vraiment une mine de référence. Ça vous donne une idée déjà, le panel, rien que dans la petite zone, je vous disais, Porte de Maurienne, Grand Arc, Belledonne. Dans cette zone de Porte de Maurienne, on a aussi, juste à la lisière, en fait, pour changer en fait, et passer à la zone suivante, des exploitations de pierre à ciment et de talc. Tout à l'heure, j'étais sur la pierre, le minerai de fer qui était très dur, très costaud. Le talc, au contraire, sur l'échelle de Moss, l'échelle de dureté des roches, c'est le contraire. Donc, quand je vous disais qu'on avait vraiment tout le panel, on l'a, quoi. Donc là, je ne vous remets pas les diplômes, j'en ai mis qu'un, des plâtreries d'Aiguebel, parce que là, après des plâtreries, on a d'autres exemples aujourd'hui. Et sinon, ça vous donne une idée aussi des pierres de taille qu'ils allaient chercher, dans quel état ça peut être, comme dans les ardoisières d'ailleurs. On sait qu'il faut exploiter une couche, mais on voit l'état des autres couches. Et on voit aussi la dangerosité pour le travail des hommes à l'époque d'aller chercher ça. Et pourtant, ils y allaient, quoi. Alors là, on est qu'en Porte de Maurienne, sur Randan, Bonvillaret, ça aussi. Plus on va monter dans la vallée, plus aussi on va monter en altitude. On va aller jusqu'au Sarrazin ou la Vanoise, où c'est encore plus haut. En fait, un minerai, c'est une roche économiquement intéressante, la définition. Si on en a besoin, on va la chercher. Si on est payé pour et que c'est rentable, on y va. Donc si on continue un peu notre voyage un peu plus loin en Maurienne, comme on disait, il y a des substances qui ont peut-être été remarquées à certaines époques, pas à d'autres, qui intéresseraient peut-être à certaines époques, pas à d'autres. Le fer, le cuivre, c'est peut-être depuis l'Antiquité, c'est sûr, peut-être depuis la préhistoire, pas prouvé. En tout cas, l'uranium, s'il l'avait trouvé à la préhistoire, il n'avait pas dû l'identifier. Par contre, dans les années 80, vous avez peut-être suivi si vous étiez là dans le coin, sur tout le secteur en fait, de la concession de Gros-Vilan, en fait, sur le haut, vous connaissez peut-être l'endroit, et d'ailleurs ça a été muré, il y a eu des recherches pour de l'uranium. Et il y a tout de suite eu des manifestations non à l'exploitation de l'uranium. Voilà. Mais là, autre temps, autre mœurs, qu'est-ce que ça implique, est-ce qu'il y en aurait ailleurs ou pas, quoi. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une crise, on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas recompter un peu ce qu'on a dans nos placards, refaire un point sur l'état des stocks. Et c'est valable en géologie aussi. Donc dans les années 1860, c'est le rattachement à la Savoie qui a pesé. Est-ce qu'on rouvre, est-ce qu'on ferme, est-ce que c'est intéressant? Mais dans les années 1970, avec la décolonisation, on avait moins accès aux ressources africaines. Et après, il y a eu les 2 chocs pétroliers dans les années 70. Et là, on se dit, mais est-ce qu'on rouvre nos mines ou pas? Et on refait un petit état des stocks. Et puis là, plus récemment, il y a peut-être des élections aux États-Unis qui peuvent vite changer les choses à l'état mondial. Et du coup, on se redit, est-ce qu'on ne referait pas des mines en Europe? En fait, la question, elle est toujours présente, quoi. Pour l'instant, on n'a pas exploité l'uranium de Maurienne. On est d'accord? Si on avance encore un peu plus, on se rapproche de par ici. On a une autre zone, je vous l'avais montré sur la première carte, plutôt avec le plomb argentifère et aussi une deuxième fois le zinc. Donc là, vous connaissez peut-être quand vous rentrez dans la chambre, par le côté Saint-Avre, en fait, vous avez un wagonnet. Juste après le rond-point, en fait, vous tournez et il y a un wagonnet. Après, il n'y a peut-être pas grand monde qui se souvient qu'il y avait des mines en fait, à Saint-Avre-la-Chambre. Pas forcément. Parce que l'idée, en fait, c'est surtout de les mettre en sécurité
Des fois de les mettre en valeur s'il y a encore des gens dans la commune qui s'en souviennent ou qui ont ça à cœur. Mais surtout de les mettre en sécurité après, et des fois même d'oublier le patrimoine derrière, quoi. Donc là, sur Saint-Avre et la Chambre, c'est tout muré. Mais par contre, avant, ils ont ressorti les wagonnets. Et du coup, il y en a qui sont exposés, et ben, là où je dis, là, dans l'accès du rond-point. Et puis sinon, j'ai envie de mettre la photo. Sinon, il y en a un qui est exposé dans les mines de Saint-Georges-d'Urtière, en fait. Parce qu'on en manquait, comme ils avaient été récupérés et réferraillés. Il y a des wagonnets de Saint-Avre qui ont été mis en valeur plus loin, quoi. Ça n'empêche pas, en fait, d'un site minier à l'autre de garder cette mémoire en fonction de ce qu'on a besoin, quoi. Un dédale de galerie, là aussi, qui part dans tous les sens. Alors, des fois, le danger, c'est de se perdre. Des fois, c'est que ça s'éboule. Là, si c'est un labyrinthe à plat, ça va. Si c'est un labyrinthe en 3D, ça se complique, quoi. Et ça se complique aussi dans les labyrinthes en 3D par rapport à la ventilation. Parce que là, par exemple, cette mine-là qui est complètement fermée, donc elle a été bouchée bulldozer ou, je ne sais plus si c'est bulldozer ou dynamite, de toute façon, il n'y a plus d'air qui passe du tout, quoi. D'abord, on vérifie qu'il n'y a pas de chauve-souris ou qu'on ne dérange pas la faune, mais c'est complètement fermé. Mais ça veut dire qu'après, si ça se charge en eau ou si ça se charge en gaz, il n'y a plus d'échange. Donc si on y retourne subrepticement en une fois parce qu'un trou se rouvre parce qu'il était mal tassé ou parce qu'on l'aide avec une pelle pour aller faire des photos, on peut tomber sur des poches de gaz. Ou alors des poches d'eau qui sont là depuis longtemps avec des choses qui se décomposent dedans et si on marche dedans, eh ben, ça libère des gaz. Il y a des dangers auxquels on ne pense pas quand on est ailleurs dans la nature qui sont sous terre, quoi. Si on continue un peu notre voyage. Ah, bah, elle est où la photo? Désolée, on va passer sur les panneaux du coup. On est plus sur le gypse et l'anhydrite. Vous faites tous la différence entre les deux ou on attend la visite de demain? C'est ça. Demain, il y aura des visites de carrière. D'ailleurs, il faut vraiment vous inscrire. Donc l'idée, en fait, c'est que le gypse, soit en Porte de Maurienne, soit ici, soit en Haute-Maurienne, il est exploité depuis très longtemps. Et l'anhydrite aussi, et qu'on ne fasse pas la même chose, en fait, avec les deux produits. À la base, c'est la même chose, ça va être la même roche qui s'est déposée, c'est asséchée. Et évidemment, si elle est en contact avec la nature, elle s'est remouillée. Anhydrite, ça veut dire sans eau. Et du coup, la couche supérieure de l'anhydrite, si elle est remouillée, ben là, on appelle ça du gypse et ça n'a pas la même qualité, quoi. Donc si vous visitez la carrière ou si vous consultez là, déjà comme ça donne aussi des applications différentes, suivant en fait si la roche elle est d'une façon ou de l'autre. Donc là, il vous montre bien la différence entre fabriquer en fait du plâtre ou fabriquer du ciment ou alors des engrais même. Parce qu'on pense à des pierres, peut-être de la construction, oui, mais on ne pense pas forcément aux engrais agricoles, aux amendements. Tout simple, hein. Nous, il y en a qui nous demandent est-ce que vous mettez des coquilles d'œufs dans votre jardin? Est-ce que c'est pas assez calcaire? Est-ce que vous mettez des ardoises sous vos fleurs pour qu'elles deviennent bleues? On ne pense pas forcément aux amendements, aux utilisations horticoles, agricoles, mais en fait, les cailloux, ça sert à beaucoup de choses, hein. Ça sert à beaucoup de choses. Donc là, l'intérêt aussi de notre fête du gypse aujourd'hui, et puis de tout le collectif qu'on est en train de monter, c'est de montrer que c'est une histoire ancienne, mais que ça a toujours des réalités aujourd'hui, quoi. Donc ce que disait la présidente du comité des fêtes, qui est revenue, qui est repartie, l'idée de la fête du gypse, c'est vraiment pour faire comprendre ça aussi, et de voir l'intérêt de tout, en fait, nos ressources minérales locales, y compris jusqu'à l'art, quoi. Donc là, on est sur des sculptures aujourd'hui de gypse. Ça peut être aussi, on va continuer notre voyage, quand on va continuer sur les ardoises, parce que là, il y a encore d'autres applications. Hop, c'était celle qui était... Oui. Je vais remettre le... Voilà. Ah, mais... Désolée, avec la main comme ça. Voilà.
Donc, vous voyez à la sortie de Saint-Jean, quand on continue à monter, surtout en hiver, on voit bien en fait les anciens chemins des deux côtés et on voit mieux encore les trous que ça a laissé dans la montagne. Donc tout le secteur Saint-Julien-Montny d'un côté, mais tout le secteur Montricher, Villard-Gondran de l'autre côté aussi, quoi. Et si on regarde l'état actuel des choses, donc là on a la carte complète maintenant, c'est tellement de petits trous partout, ça vous donne une idée de comment ça peut être à l'intérieur. Surtout que ça a été vraiment abandonné du jour au lendemain pour la plupart quand il y a eu des abandons. On a bien les témoignages parce qu'on les a enregistrés avec Mauriennisez-vous et le service civique Valentine qu'on avait à l'époque. On a interviewé tous les anciens ardoisiers qui nous disaient bien que suivant les exploitants, en fait, c'était vraiment du jour au lendemain qu'ils ont dû arrêter. Même s'il y avait la qualité, c'est juste que la clientèle n'était plus au rendez-vous et que même si elle y était dans certains cas, il n'y avait plus personne qui voulait travailler dans les cailloux poussiéreux alors qu'il y avait une meilleure paye à l'usine et qu'il y avait des horaires fixes et d'autres conditions de travail. Donc là, si ça vous donne une idée en fait de ce qui reste, des bonnes ardoises qu'on pourrait exploiter, mais pour l'instant, c'est plus rentable. Alors, on se figure toujours l'ardoise toute fine. Il faut bien penser que c'est des bancs, l'ardoise. Là, on voit par rapport à Robert Durand, qui a écrit le livre. Et qui, après, en fait, on débite d'abord des grosses parties, et après, il y a d'autres métiers qui vont être de transporter et de débiter tant que c'est encore humide. Donc là, c'est vraiment toute une chaîne de métiers qui est très bien expliquée, soit au musée de l'un côté, soit de l'autre, de toute façon, ou en visite guidée, ou alors après sur le sentier des ardoisiers. Alors pourquoi sur le sentier des ardoisiers, pour ceux qui connaissent, ça a été dévié et qu'on a refait un nouveau sentier sur le côté? Parce que vous voyez la tenue des roches. Là, la tenue du personnage, c'est de se mettre avant. Parce que là, comme tout à l'heure, quand on était à Randan, on voit bien en fait le pendage de la roche. Et autant là, c'est des déchets empilés. Et normalement, une pierre plate sur une pierre plate, si c'était bien fait, le mur en pierre sèche, il va tenir. Alors que là, ça ne demande qu'à partir. Et on voit qu'à l'intérieur, pareil. Il y a des endroits, les bancs, ils sont bien horizontaux et d'autres bien sur le côté. Et que ça ne demande qu'à partir à partir du moment en fait, où il n'y a plus les étais et les exploitations régulières. Donc le sentier des ardoisiers, il a été dévié aussi parce qu'il y a toute une partie qui s'est boulée en extérieur. Il y avait autant d'accidents à l'intérieur qu'à l'extérieur, tellement ça partait. Et donc pour la sécurité aussi des explications maintenant, même si on veut que ça reste pédagogique, l'idée c'est vraiment en fait de mettre les gens en sécurité. Donc ils peuvent aller voir des débuts d'entrée, mais celles qui sont le plus vérifiées et sécurisées. Et pour ceux qui ont essayé, il y a la manivelle. Et du coup, en tournant la manivelle, on peut lancer l'éclairage et voir beaucoup plus loin, mais en restant en sécurité près de la manivelle, en fait. On essaye de contenter tout le monde. Et à la fin, d'écrire un petit mot sur l'ardoise, on peut aussi. Pour ceux qui connaissaient les ardoisières Juvenilia, elle existe toujours, la marque Juvenilia. Si on continue un petit peu, il y a une substance dont on n'a pas encore parlé, qui est très intéressante quand même, c'est le charbon. Donc là, c'est encore des mines, tout le monde fait bien la différence entre mine et carrière. Là, depuis tout à l'heure, je passe de l'un à l'autre. Souvent, on me dit, oui, les mines, c'est souterrain et les carrières à ciel ouvert. C'est pas ça la différence. Il y a des mines à ciel ouvert et il y a des carrières souterraines, pas de souci. Non, la différence, en fait, c'est la substance. Et le seigneur, à l'époque, ou maintenant l'Adrir, va prendre plus attention. En fait, les mines, c'est pour tout ce qui est concessible, qui demande une concession et une surveillance, ou alors le seigneur prenait une part plus importante dessus, parce que c'est stratégique. Donc c'est les métaux, le sel, le charbon. Ça, c'est des mines. Donc des fois, le marbre. Ça dépend si c'est trop stratégique. Et du coup, sinon, on dit carrière, pour tout le reste. Pour les ardoisières, on dit juste ardoisière ou carrière d'ardoise. Mais là, du coup, on repart dans des mines pour le charbon, et on a deux qualités. On a anthracite et lignite. Alors, il y a peut-être qu'on a vu la série Netflix, Anthracite. Non, c'est pour ça qu'on rigole. Non. Parce qu'il y a 2 ans, il y a une série qui a été tournée justement dans les mines de charbon de Lamure et au site minier des Hurtières, parce que c'était pratique pour tourner, qui s'appelle Anthracite, où justement les protagonistes en fait, mettent la main dans l'anthracite et se maquillent avec. Mais ça fait peur. Il se passe des choses sous la montagne.
Et du coup, là, avec des qualités différentes de charbon, à Modane, à Valloire, ils ne le disent pas trop à Valloire, hein, qu'il ne faut pas construire parce qu'en dessous, il y a des mines de charbon, que ça ne tient pas beaucoup. Toutes les anciennes communes comme ça essayent plutôt de cacher le patrimoine minier du moment que le sol est vérifié. Et des mines très intéressantes, celles-là, pendant ou après-guerre, quand il faut pouvoir se chauffer et encore récupérer des choses sur place. Donc comme on disait, c'est toujours l'intérêt stratégique et pas que géopolitique, mais économique en fait, qui prévaut, quoi. Donc là, je ne sais plus quelle photo j'ai mis. On ne voit pas forcément beaucoup les entrées, mais on voit souvent aussi, on les repère ou on les retrouve, parce qu'il peut y avoir en fait des choses qui en sortent encore de la mine, en cas de crue. La Modane Fourneau, on dirait un plat de spaghetti cette mine. J'ai une autre photo, il y en a qui me disent mais t'es pas attaché alors que t'es à côté d'un trou. Je ne suis pas à côté d'un trou, je suis à côté d'un lac. Mais en fait, comme il est plein de charbon, il est noir. Ouais, et après, c'est 3 jours, on laisse tremper les vêtements pour essayer d'enlever la suie. C'est gras, c'est noir. À l'époque, c'est pas les corons avec un patron et on laisse tout et c'est pas la salle des pendus. Hein. C'est chacun pour soi. Moi, je l'ai mis dans le bassin pendant 3 jours, c'était toujours aussi gras, quoi. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque, quoi. C'était vraiment. Mais quand on a besoin, la nécessité fait qu'on va le chercher, en fait. Donc là, entre anthracite, ça va, mais lignite, c'est pas très bonne qualité. Mais quand on en a besoin, et il en reste. Alors, je ne sais pas si vous aviez suivi, je ne sais plus quelle année c'était, quand ils avaient fabriqué l'autoport, en fait, pour monter au tunnel du Fréjus. Il y a une des piles du pont, et ils avaient injecté beaucoup plus de béton que les autres, mais vraiment beaucoup plus. Mais sans savoir trop pourquoi. Et 10 ans après, il y a un ruisseau qui a traversé Fourneau, large de plusieurs mètres, tout orange. Parce qu'en fait, quand ils avaient injecté le béton, ça avait bouché la mine. Ça avait créé un barrage derrière, ça avait tout fermenté, oxydé et tout. Et un jour qu'il y avait trop d'eau, ça s'est vidangé. Comme quoi, on a besoin en fait de la connaissance de ce qui s'est passé, y compris dans les souterrains, et même si c'est encore caché, parce que ça peut expliquer des phénomènes encore maintenant, bien sûr. Si on continue un peu notre voyage, et qu'on continue, vous voyez tous la pointe des Sarrasins ? La mine, elle est à 1h30 de marche du haut de la station, actuellement. Avant, il n'y avait pas la route de la station. Ouais, et pourtant, ils allaient le chercher. Hein. Donc, il y en a qui me disent, elle est ouverte, la mine des Sarrasins. La petite galerie de gauche, oui, tout le monde y va, avec la petite fontaine pétrifiante. Par contre, la grande, c'est ce que je disais au début de la conférence. Hein. Déjà, tout ce qui était dans le pergélisol, ça s'est effondré, parce que le sol n'est plus gelé avec les températures qu'on a maintenant. Et puis, il y avait déjà la partie basse qui était gazée il y a 30 ans, donc je pense qu'elle est toujours gazée. Donc. Si on regarde les photos, peut-être que vous connaissez Voilà, comme je disais, dans la galerie gauche, avec celle où il y a la grosse fontaine comme ça. C'est pas très long, hein, ça fait même pas une 50aine de mètres de long, mais on peut avoir quand même des belles images. Et puis à l'intérieur, quand on y va vraiment, là on y était avec les archéologues de l'Argentière-la-Bessée, parce qu'ils voulaient faire la comparative des mines de très haute altitude. On retrouve des choses très, 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 très bien conservées. Hein. Là, c'était des coffres, mais aussi des brouettes à porteurs. Tout est encore très, 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 très bien conservé. Puis si on ne retrouve plus les entrées, on s'aide du paysage, souvent. Hein. De toute façon, en face d'une entrée de mine, si elle était en forêt, s'il y a un gros tas de déchets ou de cailloux qui est sorti, il n'y a rien qui pousse en face. Éventuellement, il y a un ruisseau qui sort, comme on a vu sur les photos précédentes. Et sinon, il faut y aller loin dans le paysage, quoi. Et si on voit un tas de cailloux qui est d'une couleur différente, on sait que c'est là qu'il faut se diriger. Là-dessus, on lit les archives. Là-dessus, on rajoute les infos du BRGM. Et puis, on arrive à faire quand même un inventaire assez complet, en fait, et à retrouver les choses si on en a besoin. Donc là, vous connaissez aussi, quand on continue, secteur Bramant, la mine de la Colombière, peut-être. Au niveau historique, c'est un peu la plus documentée.
Alors là, ouais, exception pour confirmer la règle. Tout à l'heure, on a fait la différence entre les mines et les carrières. Là, c'est pour faire la différence entre la grotte et la mine. Et ben, c'est l'exception maurianaise. En fait, c'est une grotte-mine. C'était déjà une grotte, donc creusée par l'eau, dans un terrain plus tendre. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est un glacier qui avait en fait ces moraines sur le côté, qui transportait des nodules, des morceaux en fait plus intéressants d'une autre roche, qui les a bourrés dans la grotte. Et après, les humains ils sont arrivés, ils ont dit « Oh, c'est pratique là, mais c'est pas un filon en fait, c'était un remplissage d'un trou préexistant qu'ils ont miné, donc ressorti. » Donc pour le coup, il y a des grottes-mines. Normalement, il ne faut pas se tromper entre une grotte et une mine. Hein. Sinon, là, c'est un coup à payer l'apéro. Hein. Tout le monde. Hein. Donc là, c'est un site exploité depuis l'Antiquité. Vous voyez la taille du filon? Et pourtant, on le prend. Hein. Parce que, suivant les époques, on redemandera à René Chemin, hein, si on veut juste faire une petite fibule, et qu'on ne veut pas construire complètement tout le train à travers la Maurienne, on n'a pas besoin des mêmes tonnages de métaux. Et puis je vous ai mis celle-là en exemple aussi, parce que, hors le fait que c'est une grotte mine, c'est aussi un témoignage d'une mine très ancienne, et aussi de tout ce qui peut être témoignage du passage en fait, des générations en génération. Parce que là, on a des tags qui remontent à 1700, 1800. Donc il y a presque encore une autre étude ethnologique, sociologique à rajouter là-dedans. Comme je disais au début, là, on veut tous faire de l'urbex, un truc dangereux, on n'a pas le droit et tout. Dans la série Anthracite, c'est ça, hein, la scène avec les enfants, mais les parents, ils ne veulent pas qu'on y aille, mais si on y va, mais chut, on ne dit pas. Et on va aller signer là-bas au profond et laisser une trace un peu en mode capsule temporelle, puisque tout ce qui est sous terre, en fait, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas gêner les animaux, la faune, la flore, il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. On fait attention avant de reboucher quelque chose, mais si on laisse une trace, elle ne va pas bouger. Hein. Elle ne va pas bouger. Donc on n'y va pas avec son pique-nique, sinon la chips, elle reste. Dans 150 ans, il y aura toujours votre chips. C'est une démarche aussi d'approche, comme je disais tout à l'heure, la spéléologie, un sport dans la nature. C'est aussi une démarche en fait, d'apprentissage de l'environnement. Hein. Quand on va aux rencontres, y compris des sites à l'ancienne, qui ont été créés par des hommes, mais parce qu'il y avait une opportunité naturelle certaine. Si on continue pour la Vanoise, alors là, je vous épargne la carte géologique, le cauchemar de tous les étudiants, parce que là, comme je vous disais, on était dans chaque zone bien nord-sud, à peu près en fait bien structurée. Plus on arrive vers la Vanoise, c'est aussi les points culminants, hein, plus les roches se sont mélangées. Il y a d'autres inclusions, il y a encore du gypse, du calcaire qui se sont remis dedans. Et du coup, on a encore d'autres exploitations qui sont plus confidentielles aussi, parce qu'il faut monter pour aller les chercher, et qui ne sont plus mélangées. Donc là, vous reconnaissez peut-être les carrières en fait, de gypse de Brabant. On les voit sur le côté gauche de la route. En hiver, c'est plein de stalactites et de stalagmites de glace aussi. C'est joli. Il faut se souvenir que l'anhydrite, s'il y a de l'eau, c'est remouillé, ça regonfle, c'est bouleux. Donc, quand on fait les photos, il faut faire attention, c'est ça quoi. Et puis de toute façon, vous voyez bien qu'on est dans le secteur qui est tout concerné. Hein. Et comme on approche la fin de notre voyage, mais aussi qu'on se rapproche du thème de la fête, ça remet aussi au goût du jour le débat qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, est-ce qu'on ouvre des carrières de gypse en Vanoise ou pas? C'est vraiment des questions de société en fait, qu'on a, alors que ces cailloux, on les connaît depuis très longtemps. Donc si on fait un petit tour de ce qui se passe plus proche de nous, évidemment des gros changements à partir du moment où il y a le chemin de fer pour commercer en fait toutes ces substances. Donc en Porte de Maurienne, c'est surtout Schneider qui s'installe pour commercer le minerai de fer. Plus près de nous, là, sur les ardoisières, c'est carrément des ardoises de Saint-Giovanni qui partent en Angleterre. On n'est plus dans les mêmes considérations. À partir du moment où on a Germain Sommeiller, je ne sais pas si vous savez, d'ailleurs, il y a une BD qui vient de sortir, c'est Laurent Fiorez de Haute-Savoie qui a fait la vie et l'œuvre de Germain Sommeiller en BD.
Donc ça commence à être distribué en Maurienne. Elle est bien faite. Mais à partir du moment aussi où on veut traverser les Alpes, il y a d'autres considérations aussi pour le commerce. Et du coup, on va commencer à creuser la roche et à bouger des cailloux, pas pour l'intérêt des cailloux, mais pour passer à travers. Si on rajoute à ça tout ce qui est hydroélectricité, vous avez déjà regardé les schémas en fait, de comment sont alimentés les barrages, comment ça returbine, ça repasse de l'autre côté. Il y a plus de trous pour faire passer de l'eau que pour faire passer des trains ou des camions. Hein. Et c'est creusé dans tous les sens. Et ça continue encore aujourd'hui, parce qu'on est en train d'en creuser encore un plus gros pour d'aller de Lyon à Turin, bien sûr. Donc là, ce qui est intéressant pour la suite de ce qui va se passer au XXIe siècle, le collectif qu'on est en train de monter et qui est présent aujourd'hui dans ce cadre, c'est pour valoriser plus en réseau toutes les petites initiatives qu'il y a, donc, que vous reconnaissez à gauche à Saint-Julien-Mont-de-Nil, le rond-point Ardoisier, le sentier des Ardoisiers, au milieu l'écomusée de Montricher. Si vous n'êtes pas encore déplacé, il y a des vidéos en ligne de Maurienne TV, mémorialisez-vous. Des rendez-vous, j'allais dire ponctuels, comme la fête du gypse sur laquelle on est aujourd'hui, et puis des endroits où on peut se rendre soit sur rendez-vous, soit horaire régulier, comme le musée minier. Et la fiche qui manque, c'est qu'est-ce qu'on va en faire une fois que maintenant on a constitué ce réseau, et puis avec les nouveaux partenaires maintenant, que ce soit la carrière de gypse de Saint-Pancrace ou le collectif du Lyon-Turin. En fait, c'est de se monter en collectif justement. Donc ça, c'est la photo de la réunion de février, donc c'est encore très récent. Pour valoriser la première tentative de travail en commun qu'on a fait, donc c'était l'exposition ardoise d'hier et aujourd'hui, un petit échange en fait entre un ardoisier du temps des années 40-50 à Saint-Julien-Mont-de-Nil et puis du Lyon-Turin maintenant, et puis les transformer en exposition temporaire, en mallette pédagogique, pour que, comme je vous ai expliqué un petit peu le panorama aujourd'hui, on le transforme en fait en jeu de société et qu'on puisse aller dans les écoles et pouvoir répondre aux questions des grands, des petits, à la fête de la science, sur comment on a compris notre territoire, l'intérêt de ce qu'il y avait sur place et comment on l'a transformé en fonction des âges. Je vous ai épargné toutes les dates, tous les chiffres, mais évidemment on les a dans les livres, vous les avez fait passer. Et puis savoir ce qu'on veut en faire demain. C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc je ne sais pas si j'ai été peut-être un peu vite sur certains sujets, pas assez précis sur d'autres, si vous avez des questions pour compléter, mais c'est vraiment ça l'esprit. Et de toute façon, on reste là les uns et les autres, suivant les endroits de la vallée, pour justement expliquer tout ça et s'il y a des questions, y répondre, quoi. Merci. Je sens... merci. Je vois qu'il y en a qui rigolaient à certains moments, il y en a peut-être qui sont joueurs, qui vont venir essayer le jeu de société, ou je ne sais pas. Non, c'était l'inculture qui me faisait rigoler. Ah. Non, il y en a qui me disent, mais tu n'as pas parlé du terroir. Évidemment, la géologie conditionne le terroir. Et s'il y a des endroits où il y a de la bonne terre à tabac, ou si on fait repousser des vignes, ou, voilà, ou si on installe des vaches qui arrivent à faire du Beaufort, évidemment. Après, il y a tout le reste qui se met dessus. Et les hommes, en fait, s'adaptent à la pente. C'est vraiment notre culture montagne. Et les terroirs aussi, et les produits du terroir, c'est très important. Je pense qu'on mange après. Mais c'est l'idée aussi, de faire comprendre qu'on ne mange pas que de la polinte, même si c'est très bon la polinte. Voilà, qu'il y a tout ce qui en découle. Et qu'on n'est pas tous perchman, voilà, qu'on vit ici à l'année. Il y a vraiment tous les thèmes autour, que ça faisait des compléments de revenus, qu'on a toujours été plus ou moins plus réactifs et qu'on peut vivre à la montagne, bien sûr. On va peut-être rajouter le lycée des métiers de la montagne dans le collectif, pourquoi pas. Il y a déjà France Travail avec ses fiches métiers, donc voilà quoi. S'il y avait des questions, parce qu'il n'y avait pas d'enfants dans la salle, mais on a la version avec les Playmobil, évidemment, pour expliquer tout ça, les jeux avec les cailloux, voilà. On nous a demandé, là, pour le relais assistante maternelle, de le faire avec trier les cailloux de différentes couleurs, et avec les tractopelles pour apprendre à verser, transvaser.
Donc dès le plus jeune âge, à partir du moment où on n'avale plus les cailloux, on peut s'y intéresser. C'est parfait. Ouais, je veux bien une question. On entend souvent parler de pollution lorsqu'il y a des mines, notamment le lithium dernièrement en Auvergne, etc. Mais là, dans vos explications, on voit il y a une pollution ou une intervention sur la nature par le fait qu'on enlève de la roche, mais on ne voit pas de pollution. Est-ce que c'est caché ou est-ce que ça dépend du minerai? L'arsenic, c'est pas une marque. Alors, voilà. C'est pas parce qu'on ne le voit plus et que ça a un peu été recaché qu'elle n'y est pas. Nous, on a une activité pédagogique à partir collège, puis surtout lycée, avec toutes les matières qu'on mobilise pour récupérer à la fin que ça. Et on fait quoi du reste? Pas grave, on l'abandonne. Puis il n'y a rien qui repousse. Franchement, l'écologie, c'est vraiment très, très, très récent comme préoccupation. Hein. Nous, je vous ai dit, on retrouve les mines parce qu'il y a des grosses haldes, des tas de déchets, ou des marins, quand on est dans les aires de loisirs, et qu'il n'y a rien qui repousse dessus. Donc, comme je disais à l'agriculteur l'autre jour, je fais « Non, mais c'est de l'arsenic dans ton tuyau. » Mais évidemment qu'il y a une grosse pollution. En général, quand on enlève quelque chose, de toute façon, il faut que le rééquilibrage se fasse. Et après, il y a eu à l'époque complètement déforestation, en général. Quand on a du sel, il faut le faire sécher. Quand on a des métaux, il faut les transformer. Là, la forêt a repris à peu près partout. On ne le voit pas. Les tas de cailloux sur lesquels rien ne repousse, si c'est en haute montagne, où il n'y avait rien dessus, genre au Sarrasin, on ne s'en aperçoit pas. Quand on est plus bas en Maurienne, on voit quand même qu'il y a des endroits où il n'y a que des petits troncs, des tout petits arbrisseaux et pas de forêt. Après, tout ce qui était changement avec l'eau, on n'est pas en Guyane à faire de l'orpaillage à coups de mercure, heureusement. On a eu moins de pollution, j'allais dire, chimique, de traitement de ce qui a été sorti, que les problèmes qu'on a eu avec d'autres usines dans la vallée qui n'avaient pas forcément de filtre et de fumée, quoi. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation très, 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 très récente, quoi. Et les haldes, les déchets, ils étaient posés sur place, ça ne posait pas de problème jusqu'à présent. Donc on a une étude plus spécifique de l'université de Chambéry, donc c'est le laboratoire EDITEM qui est pluridisciplinaire, qui fait des études et des relevés. Elle n'est pas finie parce qu'ils font des comparaisons en Europe maintenant sur les anciens sites miniers. Il y a des publications. Ouais. Après, pour plus récemment, je vous invite à regarder le film et puis la visite de la carrière pour tout ce qui est pollution poussière et tout ça, et pollution de trafic de camions. Parce que là, justement, c'est très intéressant quand on visite la carrière, parce que justement aussi pour la santé au travail, je disais, il y a des accidents, parce que là on parle d'écologie, mais de conditions de travail, il faut en parler aussi. Et il y a vraiment à cœur maintenant de protéger en fait, l'humain qui y travaille, c'est pas forcément que les hommes maintenant, et il y a toutes les normes aussi de protection des employés. Au niveau sonore, au niveau des poussières et tout. Si vous allez visiter la carrière, il n'y a pas un moment où vous verrez un petit nuage de poussière, ou alors si vous le voyez tout de suite après, ils envoient en fait le camion qui met de l'eau pour qu'il n'y ait pas de poussière. Et puis ils sont passés à l'électrique aussi. Il y a un reportage très récent là-dessus si vous ne l'avez pas vu. Et puis sinon, il y a aussi des mobilisations citoyennes. On l'a vu pour les carrières de gypse ou pas en Vanoise, ça s'est tout de suite mobilisé. Ce qui n'était pas le cas à l'époque du comte de Savoie qui disait « J'ai besoin de battre-monnaie, vous me sortez tous les cailloux, on les chauffe, hein, et on coupe toute la forêt. » En fait, c'est vraiment des, comme ils disent les jeunes qui passent le bac maintenant, HGGSP, histoire, géopolitique et sciences politiques. C'est vraiment transversal, quoi. C'est aussi pour ça que c'est un sujet intéressant, en disant qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Comme me disait un collégien l'autre jour, « Madame, ton caillou, là, si je le vends, je me fais de la thune C'est un peu le principe, voilà. Après, si tu veux y aller, on va faire forum des métiers. Voilà. Tu veux bosser combien d'heures? Tu veux voir le soleil ou pas le soleil? Combien de temps de formation? Quel niveau de salaire? Il y a vraiment quelle possibilité de faire carrière? Faire carrière, ça vient de là. C'est vraiment complet en fait comme sujet. C'est une bonne question. En France, il n'y a plus de mine en tant que telle, à part celle qui va rouvrir dans l'Allier, mais elle sera opérationnelle que dans 10 à 15 ans, parce que quand on rouvre une mine, il faut toute la chaîne de production. J'ai en tête vraiment les chiffres pour la mine de Saint-Georges-d'Urtière, où je travaille tous les jours. 400 mineurs, 1800 personnes concernées, avec tous les métiers annexes.
C'est une nébuleuse complète, quoi. C'est pas que Saint-Georges-du-Retire là-haut, c'est tout, jusqu'au cloutier qui fait la pièce finale. Hein. C'est ça. Et là, justement, le problème, et c'est pour ça que s'associent aussi les entreprises actuelles, c'est à but de recrutement, de faire comprendre leur métier. On est au plein emploi en Maurienne. Il y a vraiment besoin, en fait, de trouver des travailleurs, parce qu'il y a vraiment, en fait, du travail à faire. Que ça soit directement embauché par les différents chantiers CO07, 08, 01 jusqu'à 11 et tout, dans les métiers soit du creusement, soit du transport, soit de la réutilisation aussi des matériaux qui sont sortis du tunnel pour en faire des granulats, pour les remettre, pour les faire ailleurs. Et tous les métiers annexes, parce qu'il faut des gens pour les nourrir, pour les loger, pour les soigner. C'est 37 métiers, hein, Lyon-Turin. C'est vraiment en fait une nébuleuse et une nouvelle en fait, ère socio-économique à plein de ramifications. Tout ça à partir de nos belles montagnes. Est-ce que de l'autre côté, chez les Italiens, c'est la même configuration un petit peu Alors de l'autre côté, la vallée est... Alors géologique, en fait, ils vont traverser plusieurs roches aussi. Donc, en fait, suivant ce qu'on va traverser et ce qu'on va trouver, bah là, au niveau pollution, on ne va peut-être pas pouvoir réutiliser de la même façon. Ou alors, ça va être plus pulvérilent et il va falloir plus le stocker avec de la terre dessus pour pas qu'il y ait de problème. Donc, eux, c'est plus condensé parce que c'est un peu plus ramassé. Et ça pose des problèmes aussi... bonjour. Plus humains aussi. Et il y a plus de manifestations. Parce que comme la vallée est très encaissée, ils vont avoir, contrairement aux tas de terre qu'on a à déplacer à Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien et tout, ça déplace quand même pas mal de tas de terre et de voies de ferrée. Là-bas, c'est encore plus ramassé. Et par exemple, il faudrait qu'ils déplacent complètement le lycée, qu'ils le mettent dans une autre ville. Et du coup, humainement, il y a beaucoup plus d'impact et du coup, plus de mobilisation aussi. Donc, plus de concertation à demander aussi et pas tout à fait les mêmes rythmes en fait. Mais c'est très intéressant aussi de voir comment ça peut se passer. Le fait qu'il y ait un grand chantier européen qui soit commandité d'en haut et qui arrive là, et comment on se l'approprie et comment on crée le débat, justement. C'est aussi pour ça qu'on se rapproche et qu'on fait des conférences, des expos, tant qu'on peut, des formats, des soirées débats, justement pour que les gens puissent se l'approprier. Hein. Il y en a qui demandent humainement où on va être logé, d'autres ils vous demandent la pollution, d'autres ils disent ah ouais mais moi j'arrive pas à recruter parce qu'ils mettent des meilleurs salaires au Lyon-Turin. Il y en a qui me disent mais ma maison est-ce qu'elle vaudra encore le coup. Chacun en fait a différents, il y en a c'est l'eau. Chacun a différentes façons en fait de s'approprier la chose. Hein. Peut-être que bientôt, la prochaine fois, ça sera, je ne sais pas, les chasseurs ou les pêcheurs qui vont nous dire ah oui, mais finalement, en fait, il y a plus de passages comme ça, ça abîme les yeux des volatiles et du coup, ils viennent chasser le chamois là. Il faut tout prendre en compte. En fait, c'est vraiment une chaîne complète, écologique, économique, qu'il faut prendre voilà, vraiment en multidisciplinaire, quoi. On fera d'autres conférences après pour approfondir les uns et les autres et les autres et les autres. Merci de votre attention en tout cas. Merci.